Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous traiterons le sujet de la Révolution américaine. Mais avant cela, nous allons d'abord parler du contexte, histoire d'y voir plus clair. Les colonies britanniques remontent pour les plus anciennes au XVIe siècle. Si elles se situent sur la façade est de l'Amérique du Nord, elles s'étirent des grands lacs au nord jusqu'au-dessus de la Floride, s'étendant de l'état de Maine à celui de Géorgie. Les Anglais mettent en place sur ces terres 13 colonies qui se spécialiseront dans les ressources naturelles. Pour les états dans le nord et comme le Maine ou le Massachusetts, les habitants vivent dans l'exploitation des ressources naturelles comme le bois, la chasse ou encore la pêche. Pour ce qui est du sud, comme l'état de la Géorgie, les habitants locaux mettent en place des implantations de grandes fermes de coton, de tabac et de maïs, où les esclaves seront grandement utilisés. Pour ce qui est des colons, la majorité sont anglais et quittent leur métropole pour des raisons religieuses, politiques ou judiciaires. Pour un grand nombre, les espaces sont vus comme des terres promises et ils voient leur présence comme la volonté de Dieu. Cependant, l'avancée coloniale européenne est limitée par de grands obstacles, comme les Appalaches, qui sont des montagnes empêchant l'expansion vers l'ouest. Ensuite, les peuples autochtones et les intérêts coloniaux des autres puissances comme l'Espagne au sud et la France avec la colonie de Nouvelle-France qui opèrent un encerclement des colonies britanniques. Le combat européen se multiplie alors et trouve une meilleure place en Amérique du Nord car les combats sont bien éloignés de ce qui se passe en Europe et de la couronne française et britannique. On peut alors citer la paix d'Utrecht en 1713 qui prive la France de la partie coloniale en Amérique du Nord. À partir de 1755, l'état actuel de l'Ohio devient un véritable champ de bataille entre Français et colons américains qui demandent l'aide de leur métropole. C'est le début de la toute première guerre qui sera mondiale, la guerre de 7 ans. Ce conflit ouvre un nouveau front du côté américain. La France recule et perd de nombreuses batailles, ce qui amènera au traité de Paris en 1763, mettant fin à la guerre de 7 ans entre la France et la Grande-Bretagne. La France perdra alors quasiment toutes ses colonies en Amérique du Nord, sauf Saint-Pierre-et-Miquelon, territoire d'outre-mer français aujourd'hui. Le brillant duc de Choiseul, qui avait négocié le traité, aurait décrété « Parfait, nous partons ». Ce sera bientôt le tour de l'Angleterre. Et le pire, c'est qu'ils avaient pas totalement tort. En 1763, une proclamation royale décide de réserver le territoire indien à l'ouest des Appalaches aux autochtones et l'interdire aux colons. Pour les Britanniques, l'objectif est double. D'une part, réserver des territoires riches en fourrure aux seuls négociants britanniques, et à contenir l'expansion des colonies américaines, dont le poids démographique commence à faire peur. Une population représentant la moitié de celle de la Grande-Bretagne quand même. Les colons seront alors déçus de la loi du cantonnement du 24 mars 1765 qui oblige aux autorités coloniales d'assurer le logement des soldats de la couronne britannique. Cependant, le maintien de l'armée anglaise en temps de paix dans les colonies américaines, soit environ 10 000 hommes, provoque de nombreuses contestations, d'autant plus que la loi du 24 mars permet de réquisitionner des maisons pour loger des soldats qui se comportent mal. Donc vous comprenez bien, avec un endroit forcé où loger les soldats mal comportés, ça ne peut pas bien se finir. Mais où sont les révoltes américaines dans l'histoire? Et bah justement, on y arrive. Ce qui va faire basculer l'Amérique du Nord vers une révolution sera les décisions prises par Londres d'ordre financier. Et ça, retenez-le bien, car c'est dans toutes les guerres, ça commence par un problème financier. La guerre contre la France a été très coûteuse, qui coûte environ 4 millions de livres par an pour les dettes. Dans l'esprit des Anglais, notamment du roi George III, les colons doivent payer car les Britanniques sont intervenus à leur demande et pour les protéger des Français et des Indiens. Et donc cela passe par une série d'actes comme le Stamp Act, la loi sur le timbre. Cette taxe impose beaucoup de problèmes pour les colons américains, car aucun impôt n'a été enlevé sans leur consentement. Or, il est décidé par les Britanniques de ne pas représenter les colons politiquement. En résumé, ils ont l'impression que les Anglais essaient de leur voler leur argent sans qu'ils aient leur mot à dire. Et bah c'est pas faux en fait. Ces révoltes prennent rapidement un slogan « No taxation without representation ». En gros, pas d'impôt sans représentation. Et pour ne pas payer les taxes, les colons américains se lancent dans un boycott des produits anglais. De la même manière, des émissaires sont envoyés en Angleterre pour plaider leur cause, le plus connu se nommant Benjamin Franklin. Le Stamp Act est finalement retiré en 1766, mais les taxes reprennent sur le thé. À Boston, en 1770, une offensive bataille de boules de neige contre les soldats se termine en émeute dans laquelle 5 habitants sont tués, réveillant la colère du peuple américain. Dans la nuit du 16 décembre 1773, dans le port de Boston, une cinquantaine de citoyens déguisés en indiens et conduits par l'indépendantiste Samuel Adams jette à l'eau une cargaison d'un navire britannique. Il s'agit de la Boston Tea Party. Le gouvernement anglais, exaspéré, met en place des lois répressives contre les colons américains en donnant tous les droits aux soldats britanniques en Amérique du Nord. En 1774, le Québec Act est signé et qui rétablit les lois civiles françaises, reconnaissant finalement la religion catholique. Les colons anglais refusent de léguer ces territoires à leurs ennemis de la Nouvelle-France,
avec qui il s'était déjà battu auparavant. Sur proposition de la Virginie le 5 septembre 1774, les 56 délégués des colonies se réunissent pour le premier congrès continental, à Philadelphie. Ils débattent surtout sur leur attitude à avoir face à l'Angleterre. Les modérés et les radicaux vont alors s'opposer sur une unique question, faut-il ou non aller jusqu'au conflit? Pour le roi George III, la décision est déjà prise. D'après lui, le sort en est jeté, les colonies doivent se soumettre ou triompher. Alors la décision est claire, ils vont lutter contre les Britanniques. Les troupes britanniques fortifient alors Boston. Des milliers de miliciens américains se tiennent prêts à résister. La nuit du 18 au 19 avril 1775, à Lexington, les combats commencent avec une charge des miliciens faisant 8 morts et 10 blessés. Un mois plus tard, le Congrès nomme un certain George Washington commandant en chef des troupes continentales. Première bataille importante est celle de Bunker's Hill à Boston en juillet 1775, où les Anglais remporteront la victoire. Pour mieux comprendre, il faut comprendre l'écart des forces entre Américains et Anglais. On compte environ 30 000 soldats britanniques qui sont armés, expérimentés, nombreux et bien payés avec de bons généraux et 700 navires de guerre. Quant aux insurgés américains, ils possèdent 20 000 soldats non expérimentés et mal armés, pouvant se limiter seulement à 3000 soldats par bataille. Ils sont des volontaires non préparés à la guerre et pas de réels soldats. De plus, les colons sont loin d'être tous solidaires et se divisent entre eux, qui prônent l'indépendance, et ceux qui veulent rester britanniques, qui sont appelés royalistes. Les premières batailles se déroulent au nord-est, près de New York, et c'est une série de défaites pour les insurgents. Ces derniers réalisent leur manque d'efficacité face aux Britanniques et changent de stratégie pour réaliser la petite guerre. Une forme de guérilla, des attaques par embuscade et un réseau très étendu d'espions. Le 4 juillet 1776, le Congrès américain déclare officiellement l'indépendance des 13 colonies. Thomas Jefferson écrit ce texte qui est aujourd'hui un des documents les plus protégés des États-Unis et dans un cadre en titane et un verre couvert des balles. La Révolution américaine crée de l'enthousiasme à l'étranger. L'anglais Thomas Paine, arrivé en Amérique en 1774, et publie en 1776 Le Sens commun, qui est un véritable succès avec 120 000 exemplaires vendus en quelques mois. Des hommes idéalistes en quête de gloire militaire arrivent aider les insurgents. Le plus célèbre est Gilbert du Motier, marquis de Lafayette, que George Washington nommera général alors qu'il n'a que 19 ans. En 1777, la victoire américaine de Saratoga est enfin le signe de victoire des insurgents, ce qui suffira au roi de France Louis XVI d'aider les insurgents militairement. Ce qui est extrêmement étrange car il s'agit d'une jeune république qui aide une monarchie absolue de droit divin. Des protestants qui deviennent ennemis d'un roi catholique, et d'anciens colons britanniques qui tendent la main des Français qu'ils ont combattus 15 ans plus tôt. Comme quoi, rien n'est jamais perdu. La France envoie 123 navires et 6000 hommes commandés par Rochambeau, avec le jeune Lafayette en second. L'Espagne rejoint la coalition contre l'Angleterre et la guerre se déplace dans le sud, avant de retourner vers le nord. Il décide de s'abriter à Yorktown. L'occasion est tout de suite prise par la marine française qui bombarde la ville pendant que les troupes terrestres l'assiègent. Le général anglais Cornwallis est donc contraint de se rendre. Au début du mois de mars 1782, la Chambre des communes ouvre des négociations entre Américains et Britanniques, ce qui aboutit à une signature le 30 novembre 1782 des préliminaires du traité de Paris, lequel met fin à la guerre d'indépendance des États-Unis, puis du traité de Versailles entre le Royaume-Uni et d'autres belligérants. Les États-Unis obtiennent l'indépendance des 13 colonies sous le nom d'États-Unis d'Amérique du Nord, et ils obtiennent également dans une expansion vers l'ouest ainsi que la fixation des frontières avec le Canada. De son côté, le Royaume-Uni obtient la reconnaissance des dettes et l'arrivée des royalistes qui se rendent au Canada particulièrement. La France récupère alors la Louisiane que Napoléon Bonaparte vendra 20 ans plus tard et la Floride est restituée à l'Espagne. Une nouvelle constitution des États-Unis est adoptée le 17 septembre 1787, soit 4 ans après l'indépendance effective du pays et plus de 10 ans après la proclamation de l'indépendance. Les États-Unis deviennent officiellement une république fédérale et George Washington deviendra son premier président en 1789. Cette révolution, elle va créer un précédent historique car c'est la première victoire d'une colonie contre sa métropole. Une leçon dont on va se souvenir pour la décolonisation au XXe siècle notamment. L'affirmation des principes démocratiques trouve même leurs limites. En effet, le Congrès a pour oublier des populations. On peut citer les esclaves, les femmes, malgré leur combat actif contre la Révolution, et enfin les populations autochtones amérindiennes. Mais finalement, après tout ça, on peut se demander si cette révolution a eu une influence en Europe. Eh bien, en fait, ça dépend. Car en réalité, les Européens sont déjà guidés par les idées des Lumières ou encore des écrivains de ce siècle, qui mènent à un soulèvement contre la monarchie, et la France, qui s'endettera énormément avec l'Amérique, finira par avoir des problèmes financiers qui eux-mêmes causeront le début de la Révolution française. Ce qui confirme ce que j'avais dit en début de vidéo, les révolutions commencent toujours avec des problèmes financiers.